Bonjour à tous, nous allons corriger le DS numéro 4 à partir d'une petite vidéo. Donc la première question était assez généraliste, on vous demandait d'expliquer ce qu'en fait les tableaux de flux de trésorerie. On vous guidait un petit peu dans la question, il y avait plusieurs éléments qu'il fallait absolument traiter. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les tableaux de flux de trésorerie représentent un document, c'est un tableau de synthèse plutôt, mais ce tableau de synthèse est non obligatoire pour les comptes sociaux. Ça veut dire que ce document-là est obligatoire pour les comptes consolidés. Seulement, nous, en DCG2, on s'intéresse aux comptes sociaux des entreprises. On ne fait pas de consolidation, on ne regroupe pas la compta de plusieurs entreprises. Donc, cela ne nous intéresse pas. Donc, en revanche, même si c'est non obligatoire pour les comptes sociaux, c'est fortement recommandé. Donc, généralement, les experts comptables présentent ce tableau à leurs clients. Alors, ce tableau-là, on peut un petit peu le comparer avec le tableau de financement parce qu'on va retrouver des éléments qui apparaissent dans les deux documents. Sauf que dans le tableau de financement, par exemple, on va retrouver les dividendes. Donc, les dividendes, c'est une sortie réelle de trésorerie. On va retrouver l'augmentation de capital, les subventions. On va retrouver les emprunts qu'on retrouve également dans les tableaux de flux de trésorerie. Mais on va retrouver aussi des éléments dans le tableau de financement qui sont des flux potentiels de trésorerie, comme la CAF. Or, la CAF, quand on la fait basculer dans le tableau de flux de trésorerie, elle va être retraitée. Ça veut dire qu'on va la transformer en flux réel, par exemple, en lui retirant la variation du BFR. Donc, dans le tableau de flux de trésorerie, on analyse bien la trésorerie entre deux exercices, entre la trésorerie d'ouverture, donc au 1er janvier, et la trésorerie de clôture au 31 décembre. Je ne me contente pas d'une simple analyse statique de mon bilan et me dire simplement, ma trésorerie, par exemple, a baissé de 10 000 euros. Moi, je veux savoir pourquoi. Et ce pourquoi, je peux l'analyser à partir des tableaux de flux de trésorerie. C'est pour ça qu'on bascule d'une analyse statique à une analyse dynamique, même si elle reste tout de même rétroactive, parce qu'on s'intéresse quand même fortement au passé, à l'exercice qui s'est écoulé. Alors qu'on verra plus tard, je pense que c'est le chapitre 20 qu'on fera ensemble, le dernier chapitre, là, on va s'intéresser en fait au futur, c'est-à-dire au budget de trésorerie, et essayer de déterminer la trésorerie que l'on aura, par exemple, sur les 6 prochains mois. Là, au tableau de trésorerie, ce n'est pas le cas. On est dans du rétroactif, on analyse le passé. Donc, pour analyser ce passé, on peut le diviser en plusieurs parties et donc en plusieurs activités. Donc, l'activité d'exploitation, d'investissement et de financement. Si je m'intéresse à l'activité, par exemple, d'exploitation, ça va être toutes les opérations relatives à mes clients, à mes fournisseurs, mais surtout savoir les montants qui sont réellement encaissés ou décaissés. On est sur des sorties, des entrées de trésorerie réelles. D'accord ? Ensuite, je m'intéresse à l'activité d'investissement. Donc, l'investissement, ça va être relatif au compte, par exemple, au compte 2, aux acquisitions et aux cessions d'IMO, ou au compte 775. N'oubliez pas que les sorties d'IMO s'enregistrent dans le tableau de flux de trésorerie à partir du compte 775 que vous trouvez dans le compte de résultat, dans les opérations en capital. Et aussi, par exemple, au dépôt et cautionnement. Donc là, c'est des comptes 2 directement, parce que même si on a une rentrée d'argent, il n'y a pas de plus-value qui va être réalisée sur un dépôt et cautionnement. Donc, c'est différent. Vous ne trouvez pas ça dans le compte 775. Attention, petit piège. On aura aussi affaire aux opérations liées au financement, tout simplement parce qu'on peut aussi avoir des capitaux propres qui augmentent. Capitaux propres, on va retrouver les subventions, on va retrouver les variations du capital, mais aussi les emprunts. Variations d'emprunt entre deux exercices, entrée et sortie d'argent. On a deux méthodes pour réaliser ces tableaux de trésorerie, une méthode directe et une méthode indirecte. La méthode directe privilégie en fait une analyse à partir du chiffre d'affaires. Donc, on va un petit peu revoir toutes les opérations qui ont pu avoir lieu cette année. Donc, on va aller vite avec le compte de résultat. On va partir de nos ventes. On va retirer, on va utiliser le bilan pour retirer les variations des comptes clients. On va prendre ensuite nos achats et nos charges, en fait, nos différentes charges qu'a subi l'entreprise. Et on fera aussi la variation des fournisseurs, par exemple, pour connaître le véritable flux de trésorerie qui est sorti. Alors que si on fait une analyse qui est indirecte, une analyse indirecte va privilégier en fait de prendre le résultat que vous trouvez au compte de résultat, soit le résultat net, soit le résultat d'exploitation. Donc, on a déjà calculé un résultat avec des opérations qui ne comprennent pas forcément des flux de trésorerie. Donc, il va falloir retravailler, faire des retraitements sur ces résultats pour aboutir à la véritable variation de trésorerie de l'exercice. Donc, il faudra faire des retraitements dans tous les cas, chaque fois, donc surtout au niveau de la Banque de France, on va retraiter les opérations de crédit bail, les effets escomptés non échus, ce qui n'est pas forcément le cas dans la méthode de l'OEC. Donc, la méthode de l'OEC, que je rappelle, c'est une méthode qui est quand même indirecte, puisqu'elle part du résultat net ou du résultat d'exploitation. Alors,
Pour s'adapter aux besoins des entreprises, on n'utilise pas forcément des tableaux qui sont normés, pas forcément celui de la Banque de France qui d'ailleurs n'existe plus, ou les tableaux de l'OEC, la méthode indirecte. Parfois, on privilégie d'adapter le tableau à la situation du client, parce qu'on a des fois des petites structures. Ça sert à rien de venir les embêter avec des tableaux très compliqués. Déjà que c'est assez compliqué comme tableau à compléter. Donc voilà, on préfère être dans une logique par rapport à la présentation de la comptabilité au client et donc faire un tableau qui est parfois non normé, adapté. Justement, quand on présente la compta au client, c'était la question qui était après, la question 2. On vous demandait justement, quand un collaborateur va chez un client, qu'est-ce que le client attend du collaborateur, qu'est-ce qu'il veut savoir. Voilà, moi, certains m'ont fait des réponses très courtes. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. On va présenter la compta au client. Donc déjà, on va lui présenter les documents de synthèse, mais il n'y comprend rien. Il va falloir lui expliquer, lui apporter d'autres éléments, lui expliquer ce que c'est que la rentabilité économique, sa rentabilité financière. Est-ce qu'il y a un effet de levier, par exemple? Lui parler, vous voyez, de sa CAF, mais la CAF, il va falloir, c'est pas forcément ce que c'est, il va falloir lui expliquer ce que c'est que la CAF, comment celle-ci se transforme en flux de trésorerie, et à ce moment-là, lui sortir le tableau de flux de trésorerie pour lui montrer, voilà comment votre CAF s'est transformé en trésorerie, lui expliquer son résultat, lui expliquer différents ratios, lui parler de l'EBE. Vous voyez, c'est tous des termes que j'aurais bien voulu revoir sur votre copie. Par exemple, aussi lui comparer son activité par rapport à celle du secteur, les délais de paiement des clients, des fournisseurs. En fait, ce qu'il faut quand vous avez une question comme ça, repenser à tous les chapitres qu'on a pu voir, et puis ça y est, on y va, on explique. Voilà, on peut vous parler des SIG par exemple, parce que le SIG, ça va prendre le compte de résultat et de découper en plusieurs strates pour analyser vraiment précisément chaque étape du compte de résultat. Ensuite, on vous demandait, question 3, que montre le tableau de flux de trésorerie interne, le flux de trésorerie interne. Donc, le flux de trésorerie interne qu'on a dans le tableau de flux de trésorerie, on est bien d'accord que c'est ce que l'entreprise va produire en trésorerie uniquement à partir de son activité. Ça veut dire qu'on ne va pas toucher à tout ce qui va être investissement, on ne touche pas à tout ce qui est financement, d'accord? Et avec ce qu'elle a dégagé avec son activité interne, on va pouvoir autofinancer, par exemple, la politique d'investissement. Alors, nous arrivons maintenant à la question 4, calculer les ratios suivants. Sincèrement, là, vous devez prendre des points. Quand je vois qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas à calculer le premier ratio, donc taux de variation du chiffre d'affaires, ça m'inquiète quand même. Donc là, on avait page 8 de l'énoncé, on avait le compte de résultat, on avait bien vente de marchandises pour 1,9 million, et pour l'exercice précédent, 2018, on avait 1 789 000. Donc, du coup, il suffit simplement de faire la différence entre l'arrivée moins le départ sur la valeur de départ, ce qui nous faisait une variation de 6,2%. Ne rajoutez pas les subventions, ne rajoutez pas les autres produits. On vous demande le chiffre d'affaires, c'est point à la ligne, c'est chiffre d'affaires. Éventuellement, on peut prendre la production vendue, parce que si c'est une vente, ça rentre dans le chiffre d'affaires, mais n'allez pas me rajouter de la production immobilisée, des transferts de charges, on se contente de prendre le chiffre d'affaires. On vous demande le taux de profitabilité d'exploitation brut. C'est une question qui est un petit peu ouverte parce qu'habituellement, on fait le net. Là, je vous avais mis le brut. Donc, certains étudiants sont amusés à passer du résultat net au résultat brut. Alors, pourquoi pas? Il suffisait de rajouter l'IS qui avait été retiré. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je veux plutôt qu'on veut le brut, c'est-à-dire à la base combien on avait. Donc, soit on part de l'EBE, soit on part du résultat d'exploitation. Donc, l'EBE, comment on le calcule, c'est un simple petit rappel. Je crois que dans mon corrigé papier, ici, j'avais mis 210 000, c'est 220 000. Donc, l'EBE, c'est quoi? C'est l'ensemble des produits que vous trouvez dans le compte de résultat jusqu'aux reprises, moins l'ensemble des charges d'exploitation jusqu'aux dotations. Donc, si je lis mon compte de résultat, vous allez faire 1,9 million, plus 4 000 de production mobilisée, plus 5 000 de subventions d'exploitation. On s'arrête là, toujours à la page 8. Et vous allez retrancher les achats de marchandises pour 732 200, les variations de stock pour 22 000, les autres achats et charges externes pour 450 000, les impôts et taxes et versements assimilés pour 100 000, les salaires et traitements pour 260 000 et les charges sociales pour 124 800. Et on s'arrête là et vous trouvez un EBE, un excédent brut d'exploitation de 220 000 que vous comparez au chiffre d'affaires, ou alors vous partez du résultat d'exploitation qui est de 103 000 sur le chiffre d'affaires. Voilà. Je pense que c'était plus logique de partir de là. Maintenant, je n'ai pas forcément retiré tous les points. Vous êtes parti d'un résultat courant vent à pouls. Ce n'était pas catastrophique.
Ensuite, il vous demandait le taux de profitabilité net. Alors là, sincèrement, là, je ne sais plus quoi faire parce que j'ai encore 4 ou 5 copies où j'ai marqué un grand O dessus, où j'ai même retiré des points. Je n'ai même pas noté, là, j'ai retiré des points parce que je sais que le correcteur, s'il voit ça, il va vous allumer. Retirer de l'impôt sur un résultat net, mais ce n'est pas possible. Vous avez le résultat que vous trouvez en bas de la page 8, c'est marqué solde de créditeur égale bénéfice 95 500. Vous retrouvez le même montant, logiquement, dans le bilan au passif, donc à la page 7, vous retrouvez méthode d'exercice 95 500. C'est ce qu'on a gagné, c'est après impôt, donc vous n'allez pas me retirer de l'impôt sur ce montant-là, c'est tout, il est net, on n'en parle plus. Donc vous prenez les 95 500, vous divisez par le chiffre d'affaires, et ça faisait 5,2%. Ensuite, je vous ai demandé la rotation des stocks. Bon, on avait le stock initial, le stock final grâce au bilan de 2018 et 2019. C'était quand même assez simple de faire une variation. Tout le monde ne l'a pas fait. Je ne peux pas vraiment pénaliser cette partie du stock de 2019, mais quand on peut le faire, on fait une variation. Donc, stock initial plus stock final divisé par 2. Si vous regardez dans votre bilan, donc à la page 6, vous avez bien en stock initial, donc c'est-à-dire l'exercice 2018, 150 000. Et à la fin, donc exercice 2019, stock final, 128 000. D'accord? Donc, je n'ai peut-être pas fait même chose, mais enfin, c'est pareil. Divisé par 2. Ensuite, je divise l'ensemble par mes achats de marchandises que vous trouvez donc au compte de résultats. Donc, c'est à la page 8, achats de marchandises. On les retrouve pour 732 200. Et je rajoute ma variation de stock. Donc, juste en dessous, c'est marqué 22 000. Donc, je rajoute 22 000. Ou je peux vérifier. Une variation de stock, c'est bien quand c'est des éléments qui sont des stocks qui sont à l'actif du bilan, c'est bien la formule stock initial moins stock final. Stock initial, je vous l'ai déjà dit, c'est le stock de 2018, donc 150 000, moins 128 000. Je retrouve bien mes 22 000 euros de variation de stock. D'accord? Attention, ici, j'ai un petit peu inversé. En fait, c'est plutôt 150 000 plus 128 000. D'accord? Le stock initial est de 150 000. Ça ne change pas grand-chose. Retrouvez 66,34 jours. Donc, n'oubliez pas, forcément, on vous demande des jours pour pouvoir multiplier votre résultat que vous avez trouvé par 360. On arrive à la partie. Alors, nous sommes arrivés à la question 5 de la partie 1. On vous demande de réaliser le tableau de flux de trésorerie avec l'ancien modèle de la Banque de France. Alors, on commence par le chiffre d'affaires hors taxes et autres produits d'exploitation. On n'oublie pas que c'est un tableau de flux de trésorerie, donc on va prendre uniquement ce qui va nous rapporter de la trésorerie. Je prends donc mon compte de résultat, que vous avez trouvé à la page 8, et je regarde, je me dis, voilà, dans les flux par rapport à mes ventes, j'ai bien une vente de marchandises pour 1 900 000. À ce montant, je vois qu'il y a de la production immobilisée, mais je ne vais pas la prendre parce que c'est la production pour nous-mêmes immobilisée. Donc, on ne va pas faire d'entrée ni de flux, ni de sortie de trésorerie. Donc, je ne prends pas, surtout pas, la production immobilisée. D'ailleurs, vous l'aviez à la page 2 du chapitre, du chapitre 8, pardon, sur le tableau de trésorerie. Tout en haut, c'est bien marqué qu'il ne faut pas prendre la production immobilisée, ni d'ailleurs la production stockée. Donc, je continue. Je vais plutôt prendre les subventions d'exploitation pour 5 000. Ensuite, on a une reprise sur dépréciation. Je ne prends pas puisque c'est du fictif. Et je ne prends pas non plus tout ce qu'il peut y avoir en dessous parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'autres produits. Donc, à ce montant-là, je vais retirer par contre 700. Alors, les 700, ils nous viennent d'où? Ils nous viennent simplement, toujours de la même page. Vous avez des escomptes accordés qui sont compris dans les 1800. Vous voyez, dans les charges financières, intérêts et charges assimilées, il y a un renvoi petit 1. On a 1800. Donc, ces 1800 là dedans, il y a 700 d'escomptes. Donc, mes clients, en fait, je l'avais vendu pour 1900, mais je leur ai accordé 700 d'escompte. Donc, vraiment en trésorerie, j'aurais que 1900 moins 700 plus les 5000 de trésorerie. Donc, je trouve un montant de 1 904 300. Ça, c'est ce qui est prévu, ce que je devrais encaisser. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, puisque les clients ne payent pas forcément comptant. Donc, je regarde maintenant au bilan les créances clients. N'oubliez pas, on est dans le brut. Donc, vous allez ici à l'actif du bilan, page 6, et on recopie. Donc, on a 52 000, 6 000 pour 2019. Pour 2018, vous avez 35 000 et 5 000. Mais attention, dans l'annexe 7, si vous regardez bien l'annexe 7 qui se trouve à la page 9, vous avez le tableau des dépréciations et des provisions de la société Oulip.
Et on peut bien lire dépréciation des actifs circulants sur compte client en début d'exercice. J'avais 3 000. Donc, le début d'exercice, c'est bien l'exercice 2018. Ça correspond au compte de résultat arrêté au 31 décembre 2018. Donc, j'avais 3 000 de dépréciation que je vais venir rajouter. Donc, je rajoute mes dépréciations de 3 000, ce qui nous fait 38 000 de dépréciation. On n'oublie pas que dans l'énoncé, c'était bien indiqué. Alors, c'est à la page 6 tout en haut. C'était marqué que les effets ont été escomptés auprès de la banque achetée OULIP pour un montant de 9 000 durant l'exercice 2019. Toutefois, au 31 décembre 2019, il ne restait sur ce montant que 5 000 euros d'effets dont le terme n'est pas encore échu. Donc, on a bien eu 9 000 effets qui ont été remis, 9 000 euros d'effets qui ont été remis à l'escompte, mais sur ces montants, il y en a quand même 5 000 qui ne sont pas encore arrivés à échéance. Et nous, c'est bien ce qu'on cherche, non échu. Donc ici, je vais rajouter seulement 5 000. Et j'ai une variation ici de plus 20 000. Comme ce sont des créances qui augmentent, ben, ce n'est pas bon, ça fait augmenter mon BFR, ce qui veut dire que dans le report, vous mettrez ici un chiffre négatif. Ensuite, faites l'addition pour trouver ici la valeur des produits d'exploitation. On va faire pareil pour les charges et puis pour les autres, pour les variations des fournisseurs. Donc, vous allez cette fois-ci toujours dans le compte de résultat. Et on va prendre tout ce qui rapporte, enfin tout ce qui fait sortir de la trésorerie. Donc, achat de marchandises, je vais le prendre. Je ne prends pas les variations de stock. En revanche, je vais ajouter les autres achats et charges externes, les impôts, les salaires et traitements, les charges sociales pour un montant de 1 667 000. Je vais maintenant à mon passif. Et au passif, je regarde les dettes fournisseurs, comment ça a été réglé ou pas. Pour dette fournisseur, on en a pour 8 000 et 3 000 cette année. On avait pour 12 000 et 2 000 l'année passée. Attention, il n'y a pas de dépréciation. On ne va pas se faire de dépréciation sur nous-mêmes. Ce qui veut dire que le montant a baissé entre les deux exercices. Comme ça a baissé, ce n'est pas bon parce que ça veut dire qu'on paye nos fournisseurs, donc on fait sortir de la trésorerie. Donc, quand vous allez faire votre report, il va forcément aussi venir falloir les ajouter. C'est un peu logique parce que logiquement, on fait le signe moins, mais là, moins, ça fera plus. En plus, c'est de la logique. Cette année, vous devez payer ça à vos fournisseurs. Mais en plus, vous allez régler 3 000 euros de vieilles dettes de l'année passée, puisque vos dettes ont diminué. Donc, ça fait un montant final de 1 070 000. Ensuite, on calcule le flux de trésorerie d'exploitation, donc les encaissements ici, moins les décaissements. On cherche maintenant les flux liés aux opérations hors exploitation. Alors là, j'étais très déçu. Il suffit simplement de lire le compte de résultat et de bilan et de chercher tout ce qui ne sera pas mis ailleurs. Et là, beaucoup d'étudiants ont totalement loupé dans le compte de résultat, toujours à la page 8. Donc, on est arrivé au résultat d'exploitation, je descends. Moi, je vois produits financiers, produits de participation pour 700. Pratiquement personne ne l'a vu. Donc, il y a un 700 qui se balade là. Il n'y a pas de ligne spécifique pour lui en dessous. Donc, je vais le prendre. Ensuite, je continue de descendre. Je rencontre un 1800, mais les 1800, c'est des charges d'intérêt. Et ici, on ne prend pas les charges d'intérêt puisqu'il y a une ligne justement qui est en dessous. Donc, ça, je ne m'en occupe pas. Je descends, je vois produit exceptionnel 5000 de gestion. Donc, ça, forcément, je le prends parce qu'il n'y a pas de ligne spécifique. Je continue à descendre. Les 40 000, il y aura une ligne spécifique, c'est le compte 775. Il me reste dans les charges exceptionnelles 200. Donc, 200 que je vais prendre parce que c'est une suropération de gestion, donc c'est en moins. Et dans ce même tableau, il nous reste le rapport sur les bénéfices, mais il y a une ligne spécifique pour l'impôt sur les bénéfices. Donc, je ne le prends pas, ce qui fait un total de 5 500. Par précaution, je vérifie tout de même dans mon actif, mon passif du bilan, que tout ce qui reste sera bien utilisé. Et tout ce qui reste, il reste mes disponibilités. C'est bon, je vais les utiliser dans l'actif de mon bilan. Il me reste les primes de remboursement des obligations, mais je vais m'en servir également pour calculer les emprunts. Et au passif, il me reste des dettes diverses sur IMO, mais je vais les utiliser. Il me reste des dettes fiscales, mais j'utilise aussi pour le calcul de l'impôt. Donc, tout ça va être pris en compte. Donc, finalement, je n'avais que 5 500. Ensuite, au niveau des charges d'intérêt, c'est de la lecture. Dans votre compte de résultat, il y avait pour 1800, sachant qu'il y a 700 qui correspondent en réalité, non pas à des charges d'intérêt, mais à des escomptes. Donc, vraiment, en charges d'intérêt, j'ai que 1800. Alors, certains d'entre vous se sont amusés à rajouter les intérêts courus non échus. Ils ont trouvé un montant forcément légèrement différent. Ils n'ont pas forcément tort, mais le problème, c'est que quand on regarde la constitution de mon tableau, vous aviez ici une ligne pour les charges d'intérêt, mais une seconde ligne pour les intérêts courus non échus. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser à les rassembler. Il faut vraiment le faire dans deux lignes différentes. D'accord? On ne peut pas faire ça. Donc, ici, il y avait une ligne à part. Après, vous verrez qu'il y a d'autres sujets où il n'y a qu'une seule ligne. Donc, dans ce cas-là, effectivement, faites attention. Je fais le DS de l'année passée qu'on a fait en cours.
Attention, là, il fallait bien rassembler, mais pas ici. Ici, il ne faut pas rassembler parce que c'est des lignes spécifiques. Ensuite, on cherche donc l'impôt sur les bénéfices qui a été vraiment décaissé. Cette année, en impôt, donc je fais un compte de résultat. On ne se trompe pas, on est bien pour l'année 2019. En bas du compte de résultat, on trouve bien 31 200. C'est ce que je devais cette année. À cette somme que je dois, je vais prendre ce que je devais l'année passée en IS et que j'ai dû payer cette année. Donc, je vais au bilan ce que je devais l'année passée passif et je vois que je devais 32 490. Mais de l'autre côté, je vois que pour cette année, 17 000 n'ont pas encore été réglés. Donc, je dois cette année 31 200, auquel je dois, enfin, que j'ai déjà réglé 32 000, enfin, je dois en plus régler 32 480 de l'année passée. Mais attention, cette année, il ne me reste plus que 17 000 à régler comme dette. On est d'accord? Ça, c'est ce que je dois, auquel je rajoute ce que je devais encore l'année passée. Et finalement, quand je regarde, il n'y a plus que 17 000. Ça veut dire que j'ai réglé sur ce que je devais, sur les 31 200 et les 32 480, j'ai réglé en fait 46 680. Faites attention, vous pourrez aussi avoir des créances d'impôt que vous trouvez dans cette fois-ci dans l'actif. Vous voyez, vous avez une ligne créances diverses sur IS. On a fait un exercice comme ça en cours, méfiez-vous. Les dividendes, ensuite, je calcule mes dividendes. Alors, pour les dividendes, on l'avait déjà fait puisque c'est le même exo que vous avez eu le DS précédent. Le résultat, c'est toujours celui de N-1. Les réserves légales, c'est toujours 5% de mon résultat, donc de 90 000, limité à 10% de mon capital ici de 2018, donc limité en fait à 60 000, puisque le capital est de 600 000. Donc, on aurait une limite à 60 000. Là, on l'a largement pas atteint parce qu'on est à 22 500 dans mon passif, d'accord, pour mes réserves légales. Donc, je retire bien 5%. Je rajoute le report à nouveau de l'année passée, donc 2000, ce qui me fait un bénéfice distribuable de 86 500. Ensuite, les réserves statutaires, ça c'est franchement pas normal parce que ça veut dire que vous n'avez pas révisé le DS d'avant puisque c'est exactement le même DS, vous avez dû tous trouver les 50 000. Comment ça se fait que je trouve 50 000? Parce que si vous regardez dans l'énoncé, je regarde réserves statutaires ou contractuelles, on avait 22 000 en 2018, on a toujours 22 000 en 2019, seulement dans l'énoncé, c'est marqué qu'on a utilisé, pour l'énoncé, je prends la page 3, c'est bien marqué, une double montant de capital a eu lieu par rapport au numéraire des actionnaires, mais également par incorporation de 50 000 euros de réserves statutaires. Ça veut dire que si vous avez pris 50 000 euros dans vos réserves, il n'y en avait pas assez. Donc au départ, on avait 22 000. À la fin, j'ai 22 000 et on vous dit qu'on a retiré 50 000. Ça veut dire que les 22 000, on a dû rajouter 50 000. Donc les 50 000 qu'on a pris dans le résultat. Et en fait, après, on les a retirés pour les incorporer au capital. Donc, si je fais un tableau rapide, vous avez 22 000 au départ, plus augmentation des réserves, 50 000, moins diminution des réserves, 50 000 par incorporation au capital, et il vous reste bien 22 000. Faites très attention à ça, parce que franchement, ce n'est pas très dur. Et je retire une nouvelle fois le report à nouveau de cette année, ce qui veut dire qu'à la fin, il ne me reste plus que 35 500 de dividendes. Les fameux intérêts courus et non échus, on avait 600 l'année passée, on a 500 cette année. Les intérêts ont diminué. Ce n'est pas trop bon pour moi parce que ça veut dire que j'ai dû payer des intérêts courus. Donc, c'est aussi un passif qui diminue. Donc, ce n'est pas très bon. C'est une diminution de 100. D'accord? Donc, je mettrai un signe négatif dans le tableau de flux de trésorerie parce que c'est la trésorerie en moins. J'ai payé des intérêts supplémentaires. On arrive à la partie qui est peut-être la plus difficile pour vous. Calculer l'investissement hors production immobilisée. Alors, si je regarde bien mon tableau de flux de trésorerie, vous voyez qu'il y a deux lignes. Une ligne investissement d'exploitation et en dessous, acquisition de participation et de titres immobilisés. Donc, tout ce qui va être participation, les comptes 26, 27, je ne dois pas les utiliser. Donc, je prends cette fois-ci l'annexe que vous avez à la page 9, tout en haut, tableau des immobilisations de la société OULIP. Et vous voyez bien que je vais prendre les deux premières lignes, c'est-à-dire les IMO incorporels et les IMO corporels. Je ne vais pas aller dans les IMO financières. Alors, il y a plusieurs techniques. Moi, ma première technique, c'est de me dire, je vais additionner tout ce qu'ils ont acquis. Donc, 8000, plus 296, plus 120, plus 4000. Et je me dis, par contre, dans les diminutions, ils ont viré de poste à poste. L'année passée, j'avais déjà versé des acomptes sur ces IMO-là que j'ai pu acquérir. Donc, je vais retirer les 3000 de diminution. C'est des acomptes que je vais verser l'an dernier. Toujours prendre la colonne diminution et retirer les IMO incorporels en cours et les avancer à compte. Et je réfléchis aussi et je me dis,
la production que j'ai réalisée pour moi-même, ce n'est pas vraiment une sortie de trésorerie. Donc, dans le cours, c'est bien marqué qu'il faut retirer également le compte 72. Donc, si vous allez à votre courbe de résultat et que vous regardez tout en haut, production immobilisée, on a bien 4000. Donc, je retire les 4000 qui sont ici. D'accord? Ou alors, vous vous dites, je fais un autre calcul. Bon, l'addition de tout ça, ça fera bien 421 000. Ou vous dites autrement, j'ai une autre technique. Vous dites, voilà, je prends mes 8000 qui sont dans les incorporels, je prends les 296 000, je prends les 120 000, je m'arrête là, parce qu'en fait, c'est marqué après IMO corporel en cours, mais quand on regarde bien, c'est de la production mobilisée, donc je ne vais pas l'additionner. Et puis, je retirerai les 3000. Ça revient à la même chose. D'accord? Juste en dessous, on vous demande les autres acquisitions de participation. C'est les IMO financières, il y en avait pour 4000. On n'a pas à se fatiguer. Variation des dettes sur IMO. Ça, c'est dans le passif du bilan. Passif du bilan, vous allez... Passif du bilan. Dette sur immobilisation, on a 85 000 en 2019, 50 520 en 2018, donc je fais page 7. On a bien une variation de 34 000. Les dettes ont augmenté, c'est plutôt positif, donc il y aura un signe plus dans mon tableau. D'accord? Bien que, attention, le tableau pour les IMO fonctionne en sens inverse. Vous voyez, quand on achète des IMO, logiquement, pour nous, c'est une sortie de trésorerie, mais dans ce tableau-là, ils mettent un signe plus. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il va falloir fonctionner à l'envers. C'est aussi, si vous faites un tableau de trésorerie, je dirais, non normé, vous pouvez prendre le même tableau qu'il y a ici, mais ici mettre le signe, le vrai signe, le signe négatif, puisque ce tableau n'existe plus officiellement, donc vous le faites un petit peu comme vous voulez. Voilà. Ensuite, il nous restait donc les cessions d'IMO. Cessions d'IMO, facile à trouver. Je vais l'argent qui est réellement rentré, c'est pour 775 que vous avez au cours de le résultat. Opération capital, c'était marqué. Intéressons-nous maintenant au capital. Alors, le capital, si vous regardez dans votre passif, vous avez bien 600 000 au départ et 900 000 à l'arrivée. Donc, une variation de 300 000. Ça, beaucoup ont trouvé. Seulement, on a incorporé des réserves pour 50 000. Donc, ce montant de réserve ici, je dois le retirer. Parce que des réserves qui montent, ce n'est pas de l'argent frais qui vient de l'extérieur. Et si vous regardez maintenant votre tableau de flux de trésorerie, le tableau à compléter, l'annexe A, vous avez une ligne spécifique où c'est marqué variation des créances sur capital appelé non versé. Donc, en fait, c'est la ligne qui est tout en bas de votre bilan, c'est la ligne capital souscrit appelé et non versé. Vous voyez, tout en bas, mis à 0. Donc, c'est dans les actifs circulants, il y a 0. Ça veut dire que ça, il faudrait le faire à part. Il ne faudrait pas le retirer du montant que vous allez trouver ici. C'est pour ça que moi, je ne l'ai pas retiré. D'accord? Bon, il n'y a rien de toute façon, donc on n'a rien à retirer, mais s'il y a eu un montant, ne le retirez pas puisqu'il y a une ligne spécifique pour en dessous. En revanche, on doit retirer le capital non appelé. Si vous regardez tout en haut de votre bilan, on a bien une ligne capital souscrit non appelé. Donc, je vais à la page 6, tout en haut. Dans votre bilan, il y a bien 30 000. Donc, dans le montant ici qui aurait dû être versé, il y a 30 000 qui n'ont pas été appelés. Donc, en fait, j'ai une augmentation seulement de 220 000. Concernant les emprunts, là, c'est simplement des lectures. Dans l'énoncé, c'est bien marqué qu'il y a un nouvel emprunt de 5 000. À ce nouvel emprunt, il faut ajouter l'emprunt obligataire. On a bien 15 000 obligations émises à 10 €, moins la prime d'émission qu'on avait déjà calculée au précédent DS. En fait, ça fait un total de 154 000 € d'entrée d'emprunt. Pour le remboursement, je ne me fatigue pas avec l'emprunt obligataire puisqu'il sera remboursé in fine. Donc, du coup, il ne rentre pas dans la case remboursement. Je prends juste les autres emprunts. On est bien 60 000, moins les concours bancaires, moins les intérêts courus. Pareil pour ici, pour la fin. On a une nouvelle souscription de 5 000, on vient d'en parler. Donc, on a bien 57 400 plus 5 000. Et à la fin, on a 54 500. Ça veut dire qu'on a eu un remboursement de 7 900. On arrive sur la ligne variation des créances cédées non échues. Alors là, je suis fortement déçu parce que les 5 000 étaient faciles à trouver. C'était marqué en haut de la page 6. On vous demande les effets escomptés non échus qui ne sont pas encore arrivés à échéance, qu'on a escomptés auprès de notre banque, on les a portés à la banque. La banque nous a donné l'argent, mais le client n'a pas encore payé la banque. Donc, on a toujours un risque. On est toujours redevable de ces effets. Donc, ces effets-là, au 31 décembre, il reste encore pour 5 000. Ne marquez pas 9 000, ce n'est pas vrai. 9 000, c'est les effets qui ont été escomptés sur l'année, mais 4 000 ont déjà été payés. Donc, il ne me reste que
5 000. Comme il n'y avait pas l'année d'avant, on est passé de 0 à 5 000. La variation des concours bancaires, on l'a ici, concours bancaire, il n'y avait pas au départ. Pardon, il y en avait 2 000 au départ. À la fin de l'année, il n'y en avait plus. Donc, on a une diminution des concours bancaires de 2 000. Ce n'est pas forcément favorable à l'entreprise parce que l'on se finance avec l'extérieur. Donc, ça veut dire qu'on a remboursé des concours bancaires. Donc, c'est pour ça qu'on mettra un signe négatif. Et puis, finalement, variation de la trésorerie, c'est bien la trésorerie finale moins la trésorerie initiale. Et vous tombez sur 155 000. Dans votre tableau, n'oubliez pas de bien reporter ici les 55 000 ici et de les remettre ici. Même si je n'ai pas mis de point, je sais pas. Nous arrivons à présent dans la deuxième partie du sujet. Donc, ce sont des mathématiques financières. On vous demandait tout d'abord de calculer un emprunt. Donc, l'emprunt était de 20 000 euros. 20 000 euros remboursés par semestrialité constante. On vous donne un taux annuel dans l'énoncé de 3%. Donc, il faut faire passer ce taux annuel de 3% en un taux semestriel. Et on cherche non pas un taux proportionnel, autrement ça aurait été facile, on divise 3% par 2. On voulait un taux équivalent. Donc, le taux équivalent, j'applique la formule 1 plus le taux annuel divisé par durée de la période, ça dure 6 mois, sur durée de l'année. Une année, ça dure 12 mois, moins 1. Vous trouvez 1,48. On calcule après la semestrialité constante. Donc, on a bien le montant de l'emprunt multiplié par le taux semestriel, divisé par 1 moins 1 plus le taux semestriel. Alors, exposant moins 8. Alors, pourquoi je mets le moins 8 ici? Simplement parce que c'est bien 2 années, pardon, c'est bien 4 années, mais dans chaque année, il y a 2 semestrialités. D'accord? Donc, ça donnait en fait 2670. Alors, attention aussi, je ne peux pas modifier sur le schéma, mais là, la formule n'est pas correcte. Il faut mettre une parenthèse ici et une parenthèse ici. Si j'applique la formule, on a bien 20 000 multiplié par 0,014889 divisé par parenthèse 1 moins parenthèse 1,014889 exposant moins 8. Je ferme ma parenthèse et vous trouvez bien 2670. Donc en fait, attention aussi au placement de mes parenthèses. C'est pas bon, c'est ça qui est entre parenthèses qui est exponentielle moins 8. Alors ensuite, on vous demandait de calculer pour un immeuble. Donc on avait un immeuble qu'on devait placer. Il nous procurait des revenus annuels de 11 000 euros à l'infini. Il n'y a pas de date de fin. Donc comme il n'y a pas de date de fin, on va utiliser une formule soit de Fischer, soit ici de Coordonnées-Shapiro, parce qu'on a un taux de croissance qui était donné. On pense que les loyers augmenteront chaque année de, ici G, 1%. D'accord? Sachant que le taux de rendement attendu par le locataire, on peut dire un peu sur le coût du capital, serait de 4%. Donc le taux d'intérêt ici, c'est de I de 4%. Donc j'applique la formule. Alors d'autres étudiants ont appliqué cette formule-là, et tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, n'oubliez pas que le A qu'on utilise, l'annuité, c'est toujours la prochaine annuité. Donc, le 11 000, on ne sait pas trop ce que c'était. Donc on pouvait prendre cette idée-là, mais on peut aussi se dire, vu que c'est qu'on cherche la prochaine annuité, le prochain loyer sera bien 11 000 fois 1,01, voilà, divisé par 0,04 moins 0,01, ça faisait en fait 370 333. Parce qu'ici, le 11 000, on pense qu'on prend la prochaine annuité. Donc la vraie réponse, pour moi, c'est plutôt celle-ci, mais celle-ci est aussi acceptée. Question suivante. Madame Latouche, cette fois-ci, elle fait un placement de 80 000 euros, un placement qui va durer pendant 5 ans, rémunéré au taux de 14%. C'est énorme, 14%. Donc 80 000 euros. Ici, on a une capitalisation d'un capital pendant 5 ans. Les intérêts vont à leur tour produire des intérêts. Donc 80 000 euros fois 1,14 exponentielle 5. Là, pratiquement tout le monde a trouvé. Dernière question. On vous demandait à quoi correspond un taux d'actualisation. Alors certains n'ont pas trop compris la question. On m'a expliqué que ça servait à emmener un capital dans le futur ou à ramener la valeur d'un capital futur au présent. Moi, ce que je voulais savoir, c'est le taux. À quoi correspond le taux? Donc certains ont bien parlé. Quand on place quelque chose, on place un capital, on veut absolument que la rémunération soit égale au minimum au taux sans risque, c'est-à-dire le taux des OAT. À cela s'ajoute une prime de risque, parce que si vous faites un placement, le placement que vous avez choisi, forcément, vous allez être plus rémunéré que le taux des OAT. Donc, le risque que vous prenez doit être rémunéré. Et puis, il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle le coût d'opportunité, parce que votre argent, vous allez prêter à quelqu'un. Donc, du coup, vous ne l'avez plus. Et puis, forcément, quand il va vous le rendre, sa valeur va baisser à cause de l'inflation.
Donc, il faut aussi que le taux que vous allez utiliser couvre l'inflation. Voilà, donc soit un taux d'actualisation égale au taux sans risque, plus taux d'inflation, plus la prime de risque.